Je plaide coupable, c'est comme ça et pas autrement. Voici les mots prononcés par Johanna Deheny lors de son procès. À l'annonce du verdict, elle rit et accueille sa sentence avec enthousiasme. Prison à vie pour le meurtre de 3 hommes et tentative sur 2 autres. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle affaire criminelle. Johanna Deheny voit le jour le 29 août 1982 à Saint-Alban, à Hertfordshire, en Angleterre. Elle est élevée au sein d'un foyer aimant, avec sa sœur cadette Maria. Ses parents travaillent tous les deux. Kevin est agent de sécurité et Kathleen travaille dans un supermarché. Ils offrent une vie stable à leurs 2 enfants et les élèvent dans une grande maison 4 pièces. Johanna partage sa chambre avec sa sœur. D'après Maria, elle et Johanna étaient très proches. Elles possédaient même un vocabulaire rien qu'à elle. Johanna est décrite par sa famille comme un enfant docile, gentille et extrêmement intelligente. Comme toutes les petites filles de son âge, elle aimait jouer à la poupée. Elle aimait grimper aux arbres, chanter. Maria la décrit comme une sœur aimante et protectrice, toujours prête à la protéger à l'école. De plus, Johanna est considérée comme une élève brillante et investie. Passionnée de sport, elle joue dans l'équipe de hockey de son école. Elle fait la joie de ses parents qui imaginent un avenir grandiose et tout tracé. Ils rêvent de voir leur fille étudier le droit dans le but de devenir avocate. Ils payent même des frais supplémentaires pour atteindre cet objectif. Sa vie bascule au début de son adolescence. Ah, l'adolescence, la crainte de tous les parents. Quand on est adolescent, on est capable de développer une allergie concernant nos parents à n'importe quel moment de la journée. On est rebelle et on défie n'importe quelle autorité. Mais que s'est-il passé pour Johanna ? Elle perd soudainement tout intérêt pour les études. À l'âge de 13 ans, elle commence sa descente aux enfers. Elle multiplie les absentéismes. Suite à des fréquentations très douteuses, elle abandonne petit à petit l'école, se met à boire et à se droguer. Dans la même année, elle fugue de la maison avec un jeune de 18 ans. Suite à cet événement, ses parents deviennent de plus en plus stricts. Ils multiplient les punitions et empêchent leur fille de sortir. Ils iront même jusqu'à l'accompagner à l'école. Rien ne fonctionne. Elle enchaîne les crises de rébellion. À 15 ans, elle se met en couple avec John Trainor de 6 ans, son aîné. La relation est compliquée dès le départ. Son père, inquiet de la situation amoureuse de sa fille, décide de s'interposer sans grand résultat. Kevin confronte à plusieurs reprises John et insiste sur le fait que sa fille soit mineure. Les disputes se multiplient et deviennent quotidiennes. Malgré cela, le couple Johanna et John tient. À 16 ans, elle quitte le domicile familial au grand désespoir de ses parents. Johanna et John déménagent dans le Cambridgeshire. À 17 ans, elle tombe enceinte de son premier enfant. Elle stoppe la drogue et l'alcool durant sa grossesse pour la santé du bébé. Elle accouche de Chian en 1999. Après la naissance de sa fille, elle refuse que sa famille vienne les voir, sauf en échange d'argent. Face à cette décision, la famille de Johanna décide de couper le contact. À seulement 21 ans, Johanna est mère de 2 enfants. Sa vie de couple devient intenable. Ils se disputent souvent, ses cris sont de plus en plus violentes. Elle se met à frapper John sous l'effet de l'alcool. John relate qu'à l'époque, elle buvait jusqu'à 2 bouteilles de vodka par jour. Elle commence à délaisser et à abandonner John et ses enfants. Elle se met à fuir la maison, des fois pendant plusieurs semaines sans donner de nouvelles. Durant ce laps de temps, elle enchaîne les infidélités et entretient des relations sadomasochistes. Une fois de retour au domicile, elle supplie John de lui pardonner. Ils finissent par déménager à East Anglia dans le but de prendre un nouveau départ. Mais la situation est de pire en pire.
Johanna accepte un travail comme ouvrière dans une ferme, mais préfère se faire payer en alcool. Durant cette période, elle s'automutile, coupant ses bras, son cou. Elle se fait même tatouer une étoile sous l'œil droit. En parallèle, ses problèmes avec l'alcool continuent. Elle agresse de plus en plus John et le bat de plus en plus fort. Pour vous dire, elle se balade même avec un couteau à chaque sortie en ville. Épuisé de cette vie et craignant pour sa vie, John la quitte en 2009, après qu'elle l'ait menacé avec un poignard de 15 cm. Il part avec leurs enfants, âgés de 10 et 7 ans, dans le nord de l'Angleterre. Après ça, Johanna est toute seule et elle va très mal. Elle enchaîne les infractions, port d'armes blanches en public, voies de fait. Elle ira même jusqu'à se prostituer en échange d'alcool et de drogue. Et le tout assemblé lui vaudra une petite case prison de quelques jours. En 2012, elle écope d'une première peine de 12 mois d'intérêt général pour agression et détention de chiens dangereux, et purge une peine de 14 semaines pour vol. Dans la même année, elle passe quelque temps à l'hôpital de Peterborough, lieu où elle sera suivie par un psychiatre. Donc le psychiatre la diagnostique et commence à parler de troubles comportementaux. On rentre dans des mots obsessionnels, compulsifs, mais voici son diagnostic complet. Un trouble sadomasochiste. En résumé, Johanna aime donner et recevoir de la douleur. Des traits psychopathiques, tels des excès de violence et de colère. Un traitement médicamenteux est mis en place pour régler ses humeurs. Son psychiatre mettra aussi en évidence que Johanna est une menteuse compulsive. Le professeur David Wilson étudie son cas. Il déclare qu'elle ne fait plus du tout la différence entre la réalité et la fiction. En 2013, à sa sortie de l'hôpital, elle décide de se tourner vers une agence du nom de Quiclet pour trouver un endroit où dormir. Johanna rencontre alors Kevin Lee, un agent immobilier de 48 ans et père de 2 enfants. Son job, en quelque sorte, c'est de louer des chambres à des anciens détenus ou à des personnes dans le besoin. Donc il laisse une deuxième chance à Johanna. Elle loue un appartement dans un quartier résidentiel de Peterborough. Les avis de ses voisins à son sujet diffèrent. L'une de ses voisines considère Johanna comme une personne gentille et agréable. Mais ce n'est pas le cas de John Chapman, qui confie à ses amis que Johanna est une personne effrayante et qu'il en a peur. Kevin, quant à lui, met tout en œuvre pour aider Johanna. Il trouve un emploi à ses côtés. Elle l'aide à récolter les loyers et expulser les locataires en cas de non-paiement. Il ira même plus loin en payant le loyer de Johanna. Suite à ça, ils entament une relation intime. Elle confie ses secrets et lui raconte que son père l'avait violée durant son enfance et que pour se venger, elle l'avait tué. Ce qui se relève faux dans le deuxième cas. Néanmoins, on pourrait se demander si elle n'avait pas été victime d'abus sexuels, ce qui pourrait en partie expliquer son comportement actuel. Kevin Lee confia à son ami le plus proche que le fantasme de Johanna mettait en scène un viol. Pour la première fois depuis longtemps, la vie de Johanna semble se stabiliser. Convaincue que son état et sa situation s'améliorent, Johanna prend une décision lourde de conséquences. Elle arrête de prendre ses médicaments. Et très peu de temps après, elle commet son premier homicide. Nous sommes dans le nord de Peterborough à Willand. Johanna rencontre Lukasz Slabozowski, 31 ans, un ouvrier polonais. Et ils vont vite s'apercevoir qu'ils ont des intérêts en commun, l'alcool et la drogue. Ils vont commencer à bécoter et à entamer une relation intime. Du moins, c'est ce que pense Lukasz, qui considère Johanna comme sa petite amie, et il se confie même à ses proches sur cette relation. Mais Johanna, de son côté, n'est pas du tout de cet avis. Le 19 mars 2013, à la suite d'un échange de SMS sulfureux lui promettant une relation sexuelle intense, elle lui demande de venir à son appartement. Dès son arrivée, elle lui transperce le cœur avec un couteau. Elle décide de se débarrasser du corps dans une benne à ordures. Elle ira même jusqu'à montrer le corps de Lukasz à une jeune de 14 ans qui passait par là complètement par hasard. Le corps de Lukasz reste plusieurs jours dans la benne sans être découvert et Johanna
commence à se frustrer. Frustrée du fait que sa victime ne soit pas découverte, elle décide de changer l'emplacement du corps. Elle fait appel à Gary Stretch Richard, un ami en conditionnel arrêté pour cambriolage. Ce dernier était amoureux de Joanna. Ce colosse de 2 mètres arrive avec son acolyte, Leslie Layton, pour déplacer le corps de Lucas et le jette dans un fossé dans la campagne de Petersburg. Ah oui, et petite parenthèse, les médecins légistes en sont venus à la conclusion que la mort de Lucas a été particulièrement violente et sadique. 10 jours plus tard, c'est l'escalade. Nouveau drame. Elle assassine John Chapman, 56 ans, ancien vétéran de la guerre des Malouines. Le 29 mars 2013, elle le poignarde de 6 coups de couteau à la gorge, sectionnant la carotide. Et grâce aux traces de sang sur le matelas et d'absence de blessures défensives, la police en conclut que John Chapman a été tué durant son sommeil. Donc pour résumer un petit peu, elle envoie un message à Lucas pour qu'il vienne dans son appart et le tue de plusieurs coups de couteau. 10 jours après, elle assassine John Chapman dans son sommeil. Mais sa soif de sang ne s'arrête pas là. Seulement quelques heures après le meurtre de John, elle envoie un message à son patron et amant Kevin Lee. Il va directement à sa rencontre dans la maison où Joanna avait assassiné Lucas. À peine arrivé, il se fait poignarder de 5 coups de couteau au niveau de la gorge et des poumons. Kevin sera la 3e victime. Suite à ça, elle l'habille d'une robe noire à paillettes. Tandis que Leslie ment aux autorités. Pour rappel, Leslie c'est l'acolyte de Gary qui a aidé à déplacer le corps de Lucas. Gary vole de nouveau à la rescousse de Joanna. Elle téléphone à Gary et lui chante la chanson de Britney Spears « Oops, I did it again ». Oups, je l'ai encore fait. Au lieu de la dénoncer à la police, Gary l'aidera de nouveau à se débarrasser des corps non loin du corps de Lucas, jeté 10 jours auparavant. Après les 3 meurtres, elle prend la fuite avec son complice Gary Stretch. Nous sommes le 30 mars 2013. Le corps de Kevin Lee est retrouvé dans une position humiliante par des promeneurs. Le corps de Kevin Lee est retrouvé avant celui de Chapman et celui de Lucas qui ont été tués avant Kevin. La femme de Kevin, inquiète de ne pas le voir revenir, se remémore les conversations avec son mari concernant Joanna. Il lui avait confié que Joanna rêvait de tuer quelqu'un. Inquiète, elle sillonne la ville et prévient immédiatement la police. Et suite aux informations données par la femme de Lee, la police finit par se rendre sur les lieux du crime. Ils ne trouvent aucun corps à l'intérieur, juste une forte odeur de javel et quelques éclaboussures de sang. Les soupçons finissent par se porter sur Joanna. La police se rend dans la maison où Joanna avait séjourné et trouve un matelas taché de sang dans le jardin. Le sang ne correspondait cependant pas à celui de Lee. Et c'est à ce moment que la police remarque la disparition d'un locataire, John Chapman. La police lance alors un appel et entame une traque humaine à l'encontre de Joanna et ses potentiels complices. Nous sommes à Norfolk. Un vol dans une station-service vient d'être commis par DNI. L'enregistrement de télésurveillance montre clairement les 2 acolytes. Ils ont été enregistrés à plusieurs reprises par CCTV. Gary Stretch était facilement reconnaissable. Devant les voyageurs, il ressemblait à un couple tout à fait normal. Pour financer leur évasion, ils commettent des cambriolages. Leur route les mène à Kingston, où Stretch donne rendez-vous à un de ses anciens associés, Mark Lloyd, afin de les aider à vendre leur butin. Deney avoue alors à Lloyd qu'elle a déjà tué 3 personnes et qu'elle n'hésitera pas à recommencer et qu'elle le souhaite même. Mais ça n'a pas l'air de lui poser le moindre souci. C'est ainsi qu'ils reprennent la route et stoppent à un magasin de cigarettes. Donc ils sont devant un magasin de cigarettes à l'arrêt et Joanna fait une demande particulière à Gary. Elle lui demande de trouver sa prochaine victime. Gary s'exécute et sélectionne un homme, Robin Bereza, 64 ans, ancien pompier. Il promenait son chien à 100 mètres de chez lui. DNI l'attaque par derrière et lui donne 2 coups de couteau dans le dos. Elle est aperçue par des voisins et décide de remonter en voiture. Il est à peu près 15h de l'après-midi et Joanna ordonne de nouveau à Gary Stretch
de lui trouver une nouvelle victime, John Roger. 56 ans, un autre promeneur de chiens. Même mode opératoire, Denny lui donne plusieurs coups de couteau dans le dos. John Roger tombe au sol. Elle le retourna et continua à le poignarder à la poitrine et à l'abdomen. Ce jour-là, il reçoit 30 coups de couteau. Néanmoins, les deux hommes survécurent. Non loin des agressions, la traque humaine prend fin. Denny et ses acolytes, Stretch et Lloyd, sont appréhendés. Joanna n'oppose aucune résistance. Elle ira jusqu'à flirter avec les policiers lors de son arrestation le 2 avril. Elle reste froide, impassible et chante « Singing in the Rain » lors de sa conduite en cellule. Après plus de 10 ans sans nouvelles, ses parents sont informés de la situation. John Roger décrit son agression et les derniers mots prononcés par Denny lors de l'attaque. « Oh écoute, tu saignes, je ferais mieux d'en faire plus. » Les corps de Lucas Slabozewski et John Chapman sont retrouvés le 3 avril, soit un jour après l'arrestation de Joanna. Mark Lloyd finit par témoigner contre Denny. Il confia à la police que le but de Denny était de tuer 9 hommes par pur divertissement. Elle avouera à son psychiatre avoir pris goût au meurtre et ne montra aucun remords ni regret. Le 8 mai 2013, elle est accusée du meurtre de Kevin Lee et tentative de meurtre sur John Rogers et Robin Bereza. Ce n'est que plus tard qu'elle sera reconnue coupable des meurtres de Slabozewski et Chapman. Le même couteau avait été utilisé pour ces crimes. En pleine détention provisoire, le personnel de la prison trouve le journal de Joanna. Et dans ce journal, elle a écrit la façon dont elle allait s'évader de la prison en coupant le doigt d'un gardien et d'utiliser comme système biométrique de la prison. Forcément, après cette découverte, elle sera directement mise en isolement. Voici les différentes sentences. Le 21 novembre 2013, elle sera reconnue coupable des meurtres et tentatives de meurtre. Elle sera emprisonnée à la prison de Old Bailey. Mark Lloyd passe un arrangement et témoigne contre Denny. Aucun chef d'accusation retenu contre lui. Le 10 février 2014, Gary Stretch Richard est reconnu coupable de tentative de meurtre. Leslie Layton est reconnu coupable de détournement de la justice. Le 28 février 2014, Denny est condamné à la prison à vie. Denny fut détenue au HMP Low Newton à Durham où la tueuse en série Rose West a été incarcérée et a été sa codétenue. Denny a émis le souhait de tuer cette dernière. Rose West a été transférée au HMP New Hall à Wakefield dans le West Yorkshire pour sa propre sécurité. Le psychiatre de la prison a trouvé le cas de Denny très intéressant. Après plusieurs conversations avec elle, il l'a décrit comme une vraie psychopathe. Mais la psychologue Elise Gotzi met en avant le fait qu'elle a sûrement été abusée durant sa jeunesse. L'histoire de Denny a marqué tout un pays. Plusieurs programmes télévisés se sont emparés de l'histoire. Christopher Berry, un auteur de best-seller, a écrit Love for Blood en référence à Joanna Denny. Il a même échangé des lettres avec elle et il reconnaît le fait que c'est une manipulatrice. Un documentaire verra aussi le jour, A Murderer in My Family, où on voit l'ex-mari de Joanna prendre la parole. Il avouera que son ex-femme a basculé à cause des drogues et de l'alcool. Et du côté de sa famille, en 2017, sa mère, Kathleen, prend la parole dans l'émission Crime plus Investigation. Elle décrit Joanna comme petite, douce, gentille, mais qu'elle a basculé dans son adolescence. Et en 2019, Shian, sa fille de 19 ans, prend la parole pour la première fois. Elle avoue avoir découvert que sa mère était une tueuse en série à l'âge de 13 ans. Elle avait peur de devenir comme sa mère. Elle lui a envoyé plusieurs lettres afin d'obtenir des réponses à ses questions. Et à sa grande surprise, elle obtient une réponse pleine d'amour. Donc après ça, elle rend visite à sa mère en prison. Et toutes les deux ont fondu en larmes. Encore aujourd'hui, Joanna Denny est considérée comme l'une des 9 tueuses en série les plus vicieuses de la Grande-Bretagne.
Et voilà, c'est la fin de cet épisode d'Affaires criminelles. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas toujours de liker, de commenter, de partager. Si vous êtes habitué à mes vidéos, vous avez pu voir que j'essaye un petit nouveau format où j'apparais vraiment beaucoup plus souvent à la caméra. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me lâcher les petits retours dans l'espace commentaire juste en dessous. Me concernant, je vous retrouve vendredi prochain pour une nouvelle histoire. Ciao.